Bonjour, dans cette vidéo, on va donc commencer un nouveau chapitre qui s'appelle le résistor. La première activité de ce chapitre, c'est comment protéger une DEL. Mais avant de commencer cette activité-là, je vais faire quelques petits rappels. En fait, le chapitre sur le résistor, c'est une sorte de synthèse de tout ce qu'on a vu avant. Donc avant de commencer ce chapitre sur le résistor, eh bien je vais commencer par rappeler tout ce qui a été vu dans deux derniers thèmes abordés. Donc en fait, en physique-chimie, en classe de 4e, on a commencé par étudier ce qu'on appelle l'intensité. L'intensité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien ça représente, ça mesure la quantité de courant qu'il va y avoir dans un circuit électrique. Plus l'intensité est grande, plus ça veut dire qu'il y a du courant dans le circuit. Alors, donc l'intensité c'est une grandeur, c'est quelque chose que je peux mesurer, et ça a un symbole, de manière assez logique, le symbole est I. Cette quantité de courant, je vais pouvoir le mesurer à l'aide d'un appareil qui s'appelle l'ampère-mètre, dont le symbole, je vous rappelle, est celui-ci. Donc l'ampère-mètre, il mesure la quantité de courant en ampères, dont le symbole est A. Par exemple, je vais pouvoir dire que l'intensité est de 3 ampères, qui sera plus petite qu'une intensité de 4 ampères. Je ne vais pas parler trop des lois pour l'instant. Je vais vous parler donc de la deuxième grandeur. Donc il y a plusieurs grandeurs électriques, il n'y a pas que la quantité de courant qui est importante, il y a aussi avec quelle force on pousse le courant à circuler. Alors le terme force ou le terme pression que j'ai utilisé ici pour donner une image de la deuxième grandeur électrique sont pas tout à fait exacts, mais au niveau 4e, on va se contenter de cette idée-là. Il existe quelque chose qui va pousser le courant à circuler. Alors ce qui pousse le courant à circuler, c'est ce qu'on appelle la tension. Alors la tension, elle se note pas T, elle se note U. Elle s'exprime en volts, c'est ce unité que vous connaissez, hein, et le symbole est V. De manière assez évidente, ça va se mesurer avec un voltmètre, et donc je rappelle le symbole ici. Alors, on a déjà fait des mesures d'intensité avec l'ampère-mètre et de tension avec le voltmètre, et en particulier, ça nous a servi lors du projet sur les cellules photovoltaïques à montrer que eh bien, il fallait à la fois essayer de monter les cellules photovoltaïques en série pour ajouter les tensions et en dérivation pour ajouter les intensités. Je ne vais pas passer trop de temps sur les lois de l'électricité puisque d'une part c'est pas le thème ici et puis parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Ces rappels étant faits, on revient donc sur l'activité qui est normalement une activité expérimentale. Donc on nous parle de Damien qui est passionné donc de modélisme, donc de voitures miniatures, et il voudrait créer lui-même un système d'éclairage à base de DEL, puisque le kit qu'il veut acheter est beaucoup trop cher, donc il veut le fabriquer lui-même. Alors pour ça, il va utiliser donc une pile pour alimenter les DEL, et bien sûr il a acheté des DEL. Donc ici on a l'étiquette qui a été fournie par le fabricant. On va essayer d'analyser cette étiquette là, parce que la première question qu'on nous pose c'est quel est le problème rencontré par Damien, et c'est donc grâce à cette étiquette qu'on va trouver quel est le problème. On nous dit que c'est une DEL haute luminosité, donc ça veut dire qu'il fait beaucoup de lumière, et ensuite on a deux chiffres qu'il va falloir essayer de comprendre, deviner son sens. Donc on a marqué 20 mA, puis ensuite 30 mA max. Donc mA max, donc on se dit que peut-être que si on dépasse ce maximum, il va y avoir un souci. 30 mA, donc d'après les rappels que j'ai déjà fait, les milliampères c'est donc une intensité électrique. Donc qu'est-ce qui risque de se passer si on met trop de courant électrique dans un composant ? Eh bien il risque simplement de griller. Enfin Damien il a un petit souci ici, c'est que eh bien il doit s'assurer que sa DEL ne grille pas, ne dépasse, qu'il n'y a pas plus que 30 mA qui va circuler dans la DEL. Alors pourquoi ce 20 mA ? C'est en fait la quantité idéale de courant pour qu'elle brille bien. S'il y a trop de courant, c'est-à-dire au-delà de 30, elle risque de griller. S'il y a moins de 20, eh bien elle risque de briller moins. Donc du coup l'effet sera moins intéressant pour Damien.
Pour répondre rapidement à la question posée, je propose Damien doit faire attention à ne pas alimenter les DEL avec un courant supérieur à 30 mA. Question numéro 2. Quel dipôle lui conseilleriez-vous d'utiliser afin de résoudre son problème? Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser pour avoir un courant inférieur à 30 mA? Ici il y a plein de possibilités et qui fonctionnent, mais comme c'est le chapitre sur le résistor, et bien moi je vais simplement marquer qu'on va essayer d'utiliser un résistor. Ensuite, question numéro 3, on a un circuit électrique qui est proposé, donc, et on va devoir donner le nom des composants de ce circuit électrique et leur rôle, sachant que le but de ce circuit, eh bien, c'est d'effectivement avoir un courant de l'ordre de 20 mA. Dans ce circuit, donc, en haut, on reconnaît la pile. La pile, c'est le dipôle générateur du circuit. Vous savez qu'il faut forcément un dipôle générateur dans un circuit électrique pour qu'il fonctionne. Donc la pile, elle est particulièrement adaptée ici, puisque les piles que l'on a au laboratoire sont des piles de 4,5 volts, comme ce qui est noté dans le début de l'énoncé, on doit avoir 4,5 volts. Ensuite, le deuxième composant, il est ici, c'est l'ampèremètre. L'ampèremètre, c'est donc ce qui va mesurer l'intensité électrique, et c'est important d'en mettre un ici, puisqu'on veut s'assurer que l'on ne dépasse pas les 30 mA d'intensité. La DEL, ben, forcément, il faut la mettre dans le circuit, puisque c'est ce qu'on cherche à faire fonctionner. Hein. Et enfin, ben, le résistor, on a fait l'hypothèse que c'était lui qui allait diminuer le courant, donc il faut le mettre aussi également dans le circuit électrique. Voilà, maintenant c'est le moment où on va faire l'expérience et donc à chaque fois mesurer l'intensité du courant qui circule. Donc les résistors sont ici, j'en ai pris plusieurs, voilà, on va tous les tester et on va essayer de voir lequel de ces résistors convient le mieux pour faire donc briller la DEL. Donc il y a deux choses qu'on va regarder, l'intensité qui circule et si la DEL brille. Je commence par le premier. Avec le premier résistor, on a une intensité qui est toute petite. Alors parce que, vous voyez, je me suis mis sur le calibre 200 mA. Donc en fait, le résultat marqué ici, c'est des milliampères. Donc on a 0,6 mA. C'est un courant qui est tout petit, mais on voit quand même que la DEL s'allume. Ici, on a un courant de 2,6, donc déjà beaucoup plus important, mais encore loin des 20 mA que l'on recherche. Et on voit effectivement aussi que la DEL brille beaucoup plus. Résistor suivant, on s'approche, 7,5 mA, elle brille assez bien, on est encore loin des 20 mA. Et avec donc le dernier résistor, là par contre on a donc environ 23 mA, la DEL brille fortement, et donc en plus on est autour des 20 mA sans dépasser les 30, donc ce résistor là serait très bien adapté pour faire briller la DEL. Donc on se rend compte ici en fait que tous les résistors ne sont pas équivalents et que dire simplement qu'il faut utiliser un résistor, c'est pas suffisant. Il faut aussi en plus savoir lequel. On peut maintenant répondre à la question numéro 4, comment réduire l'intensité et éviter que la DEL ne grille. J'ai répondu à cela qu'on pouvait réduire l'intensité électrique en utilisant un résistor. Par contre, il fallait choisir celui qui était le plus adapté, c'est-à-dire celui qui laissait passer une intensité électrique de l'ordre de 20 mA. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Alors, déjà que l'on mesure l'intensité à l'aide d'un ampèremètre. Sachant que, normalement, ce sont des notions qui sont déjà acquises, ça. Ce qui est nouveau, c'est que nous, on s'intéresse ici au résistor, que vous verrez très souvent appelé résistance, en fait. Il faut retenir que ce sont des composés électriques qui vont réduire la quantité de courant. En plus de cela, il va falloir se souvenir que tous les résistors ne diminuent pas l'intensité de la même manière. Et voilà, cette capacité à résister au courant, à réduire le courant, c'est ce qu'on appelle la résistance. Et donc, on va voir comment est-ce qu'on peut la mesurer assez simplement. Ici, il y a toutes les explications. Pour mesurer une résistance, c'est beaucoup plus simple que pour mesurer une intensité ou une tension. Il faut sortir le composant électrique, c'est-à-dire il faut sortir le résistor du circuit et le brancher directement aux bornes du multimètre, qui sera alors appelé ohmmètre, puisque la résistance se mesure en ohms. Il y a deux bornes sur lesquelles on se branche, la borne
oméga et la borne com. Je l'ai déjà un petit peu dit, la résistance, elle s'exprime en ohm, c'est l'unité de la résistance, le ohm, et on la note par une lettre qui est la lettre oméga. Pour que ce soit un petit peu plus clair, bien ici, on va faire une mesure de résistance expérimentalement. Si on reprend le schéma précédent et que l'on veut connaître la valeur de cette résistance ici, eh bien, première étape, comme je vous l'ai dit, il faut sortir la résistance du circuit électrique. Étape suivante, je vais brancher un fil sur la borne oméga qui se trouve pour ce multimètre ici et un fil sur la borne com, et vous le savez, c'est une borne qui s'utilise tout le temps. Hop. Alors ici, c'est plus simple que pour la mesure de tension ou d'intensité, il n'y a pas besoin de faire attention au sens. Une résistance sera toujours positive. Et enfin, eh bien, il faut que je déplace ici ce qu'on appelle le sélecteur dans le quadrant ohm, puisque la résistance se mesure en ohm. Alors je vais me placer sur le calibre 200 ohms, ce qui signifie en fait que eh bien, je peux mesurer des résistances jusqu'à 200 ohms. Donc celle-ci, par exemple, elle fait 100,9 ou 8 ohms. On peut retenir une valeur ou l'autre. La deuxième résistance, vous voyez que le calibre n'est plus adapté. Hein, le 1 veut dire qu'il n'arrive pas à faire la mesure. Ici, aucun danger, même si l'ampèremètre, même si le multimètre sature, ce n'est pas dangereux pour le multimètre. Et donc, j'ai juste à me décaler sur le calibre au-dessus. Donc, ce calibre-là, il peut aller plus loin, il peut aller jusqu'à 2000 ohms. Et là, on lit donc 332 ohms. En fait, en vrai, on lit 0,333 kiloohms qui sont égales à 333 ohms. La suivante donc a une résistance de 994 ohms. Et la dernière, donc là le calibre est de nouveau inadapté. Donc je passe au calibre suivant et je vois que eh bien, la résistance du dernier résistor est de 4590 ohms. Ici, j'ai rappelé donc tous les résultats qui ont été trouvés et j'ai rappelé à chaque fois le meilleur calibre. Je vous rappelle que le meilleur calibre, c'est le plus petit calibre utilisable. Deuxième point, le calibre indique la valeur maximale que je peux mesurer. C'est-à-dire qu'avec le calibre 200 ohms, je ne vais pas pouvoir mesurer des résistances supérieures à 200 ohms. C'est pour ça que pour mesurer 333 ohms, eh bien j'ai dû me placer sur le calibre qui était au-dessus. De la même manière, le calibre 2 kOhm ne peut aller que jusqu'à 2000 ohms, et donc pour mesurer 4000 ohms, eh bien j'ai dû changer de calibre. Le calibre 20 000 ohms va pouvoir mesurer 4500 ohms. Alors maintenant, question un petit peu piège. Lequel de ces résistors laisse passer le moins de courant? Alors, celui qui passe le moins de courant, c'est celui qui va résister le plus, et donc c'est celui qui va avoir la plus grande résistance. Donc en fait, ça va être R4 qui va résister le plus au passage du courant. D'ailleurs, puisque on a fait l'expérience avec la DEL, vous verrez que quand on a utilisé R4, qui est en fait la première résistance qu'on a utilisée dans l'expérience, dans le TP précédent, eh bien c'était à ce moment-là que la DEL brillait le moins. Petite remarque au passage, hein, si on a fait l'expérience ensemble en cours, l'ordre ou même les valeurs peuvent changer, puisqu'on n'a pas testé forcément les résistances dans le même, ou les résistors en l'occurrence, dans le même ordre, ou même ça peut être d'autres résistors qu'on a testés. D'accord ? Ici donc on pourra encore mieux aider Damien lors de la première expérience, puisqu'on pourrait dire à Damien que le résistor qu'il doit acheter doit avoir une résistance d'environ 100 ohms. Alors, on a vu comment on pouvait connaître le nombre de ohms, la résistance donc d'un résistor en faisant un circuit électrique, mais il y a une autre méthode qui est plus rapide, un peu moins précise, mais quand même plus rapide, qui est en fait de lire directement sur le résistor la valeur de la résistance. Vous l'avez peut-être remarqué,
Donc là, c'est le symbole c'est le dessin d'un résistor. Vous l'avez peut-être remarqué, donc il y a des traits de couleur ici sur le résistor. On va s'intéresser aux 3 premiers uniquement pour l'instant, parce que c'est eux qui vont me donner la valeur de la résistance. Alors comment ça marche? Eh bien, le principe n'est pas très compliqué. On regarde la couleur et à chaque couleur est associé un chiffre. Donc par exemple, ici c'est du orange et donc est associé le chiffre 3. Le deuxième c'est violet, associé au chiffre 7, et le dernier marron associé au chiffre 1. Et ces chiffres-là vont me permettre de déterminer la valeur de la résistance. Alors comment ça marche? Attention, il faut savoir parce que ça peut pas se deviner. Donc les 2 premiers chiffres, c'est assez simple, il faut les recopier. Et ensuite, il ne faut pas marquer le dernier chiffre. Parce que le dernier chiffre, comme c'est marqué ici, ça indique le nombre de zéros. Donc ici, je dois mettre 1, 0. Donc je mets 1, 0. Et là, donc j'ai la valeur de la résistance. Alors pour voir si vous avez compris, vous devez faire les exemples ci-dessous. Donc au premier résistor, hop, on note la valeur de chacun des couleurs et ensuite on en déduit la valeur de la résistance. Ici là, donc je vais corriger le premier. Donc la couleur 1, c'est du violet. Donc on a vu que ça cotait le chiffre 7. Le deuxième, c'est du rouge. Alors ça doit coter le chiffre 2. Et le troisième, c'est du vert. Ça code le chiffre 5. Et donc de la même manière, je fais 7, 2, mais je marque pas 5, je marque 5, 0. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et je peux faire des espaces ici pour me repérer un petit peu mieux. Et je peux en déduire que ce qui est codé sur la figure ici, c'est une résistance de 7 200 000 ohms. Le deuxième, je vais le corriger aussi puisqu'il y a une petite subtilité sur le deuxième. Alors, gris, ça code le chiffre 8. Le rouge, ça code toujours le chiffre 2. Et le noir, ça code le chiffre 0. Donc, toujours comme avant, hop, on recopie simplement les 2 premiers chiffres. Et là, le troisième, c'est marqué 0. Donc, ça veut dire ça que je dois mettre 0 fois le chiffre 0. Donc, en fait, je mets rien. Donc, la valeur de la résistance qui est codée par ces couleurs-là, c'est 82 ohms. J'ai fini de compléter le tableau. L'exemple numéro 3, il fallait recopier 1, 0 et en rajouter 4. Donc en tout, ça fait 5 0, ça fait 100 000. Le suivant, ça fait 3 milliards 500 millions. Et le dernier, ça fait 930 millions. C'est important de s'entraîner même si le principe reste quand même pas très compliqué. Activité suivante, c'est à nouveau une activité expérimentale qui s'appelle la fusée électronique. Donc là, vous avez un petit texte à lire où il y a un dialogue en fait entre Julie et Bill. Tous les deux veulent donc construire une fusée électronique et ils ont comme contrainte, c'est d'avoir un circuit électrique qui est alimenté par un courant de 20 mA. Sauf que pour l'instant, avec leur pile de 4,5 volts, eh bien, ils n'ont que 10 mA. Et Bill propose, pour avoir 2 fois plus de milliampères, eh bien, d'utiliser 2 fois plus de volts. Donc ça, c'est le principe de l'exercice. Donc question 1, à quel mot pense Bill en disant propersonnel? En fait, bon, vous l'avez vu en mathématiques, le mot propersonnel n'existe pas, le bon mot qu'il fallait utiliser, c'est le mot proportionnel. Il pense au mot proportionnel parce qu'en fait, le raisonnement qu'il a suivi, c'est dans l'hypothèse où le nombre de milliampères et le nombre de volts sont 2 grandeurs qui sont proportionnelles. Et ça, pour l'instant, ils ne le savent pas encore. Ce qui me mène donc à la question numéro 2. Soulignez dans le texte ce qu'il faut prouver. Eh bien, ce qu'il va falloir prouver, le plus important ici, c'est de savoir si ces 2 choses sont proportionnelles. Dans le texte, on pouvait donc souligner 2 choses. Première chose, eh bien, cette hypothèse-là qui est formulée par Bill, que pour obtenir 20 mA, il faut une pile de 9 volts. Mais cette hypothèse-là, elle ne sera vraie que si, en fait, la tension et l'intensité sont proportionnelles. Alors, pour savoir ça, si c'est vrai que ces 2 grandeurs sont proportionnelles, on va donc réaliser un circuit qui est proposé par Julie. Le circuit, donc, il est ici, et comme précédemment, on va devoir
donner le nom des composants électriques et leur utilité dans le circuit. Dans ce circuit, on retrouve le résistor, c'est ce qu'on cherche à faire fonctionner, puisque on sait que la fusée ne fonctionnera que si un résistor est traversé par un courant de 20 mA, donc si on teste pas dans le circuit avec un résistor, ça n'a pas beaucoup de sens. On va chercher à savoir si la tension et l'intensité sont proportionnelles. Donc en fait, il va falloir que l'on connaisse dans le circuit à la fois la tension qui est aux bornes du résistor et l'intensité qui le traverse. On va connaître la tension aux bornes du résistor grâce aux générateurs réglables, puisque sur ces générateurs-là, la tension est affichée. Et on va pouvoir connaître l'intensité qui circule dans le résistor grâce à l'ampère-mètre. Alors sachant à la fois et en même temps la tension et l'intensité, on va pouvoir regrouper ça dans un tableau et regarder si c'est un tableau de proportionnalité. S'il s'avère que c'est effectivement un tableau de proportionnalité, ça voudra dire que les tensions et l'intensité sont proportionnelles. Si le tableau obtenu n'est pas un tableau de proportionnalité, eh bien ça voudra dire que ces deux grandeurs ne sont pas proportionnelles et donc que l'hypothèse de Bill était fausse. Tout ce que je viens d'expliquer est résumé dans le texte à trous qui était dans la question numéro 4. On passe donc aux mesures. En fait, avant de faire les mesures qui sont liées au circuit proposé par Julie, ce qu'il faut faire, c'est commencer par mesurer la valeur de la résistance du résistor. Ici, j'ai choisi donc d'utiliser le résistor dont la résistance est de environ 331 ohms. Là, on a le circuit proposé par Julie avec le générateur de tension réglable. Pour l'instant, je suis sur 3 volts. Ensuite, à droite, j'ai l'ampère-mètre qui mesure donc le nombre de milliampères puisque je suis sur un calibre en milliampères. Et enfin, donc en bas, j'ai le résistor. Première mesure, pour 3 volts, on a 8,6 mA. Deuxième mesure, pour 80,5 volts, on a une intensité de 13,1 mA. Troisième mesure, pour 6 volts, on a une intensité de 17,4 mA. Quatrième mesure, pour une tension de 7,5 volts, on a 22,1 mA. Cinquième mesure, pour 9 volts, on a 26,7 mA. Sixième et dernière mesure, pour une tension de 12 volts, on a une intensité de 35,2 mA. Voilà, j'ai complété la feuille avec tous les résultats expérimentaux. Je vous rappelle que l'objectif est ici de savoir s'il y a une relation de proportionnalité entre la tension notée U et l'intensité notée I. Ce qu'on peut déjà voir dans un premier temps, c'est lorsque l'on augmente la tension, on voit que l'intensité, elle aussi, augmente. Sauf que ça ne veut pas dire que c'est pour autant une relation de proportionnalité. Dans le texte précédent, vous aviez un exemple de non-proportionnalité. C'était l'exemple du chat. Bien sûr, c'est pas parce que le chat il est 2 fois plus vieux qu'il aura 2 fois plus de kilos, que sa masse va être multipliée par 2. Ça, c'est quelque chose qui est pas vrai. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'il y a une relation de proportionnalité? Alors ici, on est un petit peu embêté parce qu'on a des volts et des milliampères. Ce qu'on voudrait avoir, c'est des volts, c'est comparer les volts aux ampères. Donc la première étape qu'on va faire ici, c'est transformer les milliampères en ampères. Donc ça se transforme de la même manière que les millimètres en mètres, c'est-à-dire qu'on va décaler simplement 3 fois la virgule vers la gauche. C'est ce que je viens de faire ici. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est comment on fait pour savoir si y a un tableau de proportionnalité. Eh bien, ce sera un tableau de proportionnalité si je peux passer de ce chiffre-là à ce chiffre-là en multipliant toujours par le même chiffre. Pour savoir ça, c'est expliqué en fait ici en dessous, pour savoir ça, il faut en fait que je calcule pour chacune des colonnes le rapport de U sur I. Et que je marque donc le résultat là. Si ce rapport-là est constant, ça voudra dire que je peux passer de cette ligne-là à celle-là, en multipliant toujours par le même chiffre. Le principe n'est pas très compliqué, mais je vous le montre au moins pour la première colonne.
Donc je dois faire U divisé par I. U pour la première colonne, c'est 3, divisé par I qui vaut donc 0,0086. Et donc je trouve 348,8 que par exemple je peux arrondir quand même à 349. Et il faut faire la même chose pour toutes les colonnes. Maintenant c'est fait, donc, tous les rapports ont été calculés. La question qu'on se pose maintenant c'est est-ce que je peux dire que c'est tout le temps le même chiffre? Eh bien si j'étais en mathématiques, je pourrais dire que non. Hein, c'est pas tout le temps le même chiffre. Et pourtant, c'est pas non plus des chiffres complètement différents. Ce sont que des chiffres qui tournent autour de 340 à peu près. Et si j'avais un matériel de manipulation qui était meilleur, eh bien probablement que je retrouverais des chiffres beaucoup plus constants que ça. Parce que normalement, voilà, on doit à peu près trouver la même valeur. Alors pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas la même valeur dans les faits? Eh bien pour plusieurs raisons. La principale raison ici, c'est parce qu'on s'est fié à l'affichage du générateur pour donner la tension qui était aux bornes du résistor. Or, lorsque le générateur est réglé sur 3 volts, vous pourriez éventuellement vérifier, eh bien, il ne donne pas vraiment 3 volts. Il va donner 3,05, voire 3,1, voire même 3,2. Et puis ici, au lieu de donner 4,5, eh bien, il va donner peut-être 4,4, etc., etc. Si bien que quand on fait le rapport, eh bien, on se rend compte que le rapport n'est pas tout à fait constant. Il aurait fallu peut-être rajouter dans notre montage un voltmètre pour mesurer la tension de manière plus précise. Donc ça c'est la principale source d'erreur, mais ce n'est pas la seule. Une deuxième source d'erreur, c'est le l'ampèremètre qui ne mesure pas de manière infiniment précise l'intensité. Par exemple, parfois il y avait des chiffres qui basculaient de 7 à 8 par exemple, ou ici ce serait de 1 à 2, etc. Donc là aussi on a une imprécision sur la mesure de l'intensité. Et tout ça faisant, eh bien, on a des chiffres qui varient. Cependant, ce qu'on va retenir, nous, c'est que c'est à peu près constant. Voilà. Si je veux passer de cette ligne-là à cette ligne-là, je peux à peu près multiplier par 340. On peut d'ailleurs tester sur une valeur au hasard. Par exemple, si je prends 0,0221, si je fais fois 340, eh bien je trouve 7,514 au lieu de 7,5. Donc on voit quand même que même en faisant un arrondi, on est très proche de trouver une loi qui permet de passer du nombre d'ampères au nombre de volts. Et comme je sais qu'il y a donc une relation de proportionnalité qui existe entre le nombre d'ampères et le nombre de volts, eh bien en fait le raisonnement qui était proposé par Bill était juste. Donc je peux conclure. Je sais qu'il existe une relation de proportionnalité entre la tension en volts et l'intensité en ampères. Bill a donc raison de dire qu'il suffit d'acheter une pile de 9 volts. Donc l'idée générale, c'est que si on veut doubler le nombre d'ampères, il suffit de doubler le nombre de volts lorsque l'on est aux bornes d'un résistor. Cette relation-là n'est pas toujours valable, mais au bord d'un résistor et au bord d'autres aussi composés électroniques, eh bien ça va être vrai. Attention, pas sur tous. Alors maintenant, on peut s'interroger sur les raisons. Pourquoi est-ce qu'il y avait 340 comme coefficient de proportionnalité et pas 3000, pas 2 ou 5? Eh bien, ce 340, il faut le rapprocher au 331 que l'on a trouvé lorsqu'on a mesuré la résistance. Normalement, ce coefficient de proportionnalité, c'est la résistance. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que si je connais le nombre d'ampères aux bornes d'une résistance et que je veux trouver le nombre de volts, eh bien je multiplie le nombre d'ampères par la résistance et je trouve à peu près le nombre de volts. C'est ça la loi qu'on appelle la loi d'Ohm et qui fait l'objet de ce chapitre-là. Dernière partie, donc on va apprendre à utiliser
la loi d'Ohm, donc qui lie l'intensité et la tension par le coefficient de proportionnalité qui s'appelle la résistance. Donc on l'a déjà vu, la tension, son symbole c'est U, son unité c'est le volt et le symbole l'unité c'est V. L'intensité c'est I, l'unité c'est les ampères et le symbole des ampères c'est A. La résistance on va le symboliser par R. Son unité, on a déjà vu, c'est le nombre de ohms, et le symbole de l'unité, c'est oméga. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé ici que U sur I, c'était toujours égal à peu près à 340, et on a dit que 340, c'était la résistance. Donc ici, je peux dire que si je prends U et que je divise par I, eh bien je vais trouver R. Cette relation-là, je peux... c'est une relation de proportionnalité, et donc elle ressemble à beaucoup de relations qu'on a déjà vues. En particulier, ça ressemble à la relation vitesse est égale à distance divisé par le temps. Et donc en fait, on va pouvoir utiliser un triangle pour modifier la relation. Puisque dans une relation de proportionnalité, c'est marqué ici, si je connais deux grandeurs, eh bien je vais pouvoir calculer la troisième. Pour compléter le tableau, eh bien, je vais m'aider de ce que je sais, c'est-à-dire que je sais que U doit être au-dessus de I. Donc U est au-dessus de I. Dans le tableau, enfin dans le triangle, ici c'est le cas maintenant. Eh bien la dernière case, vous le devinez, c'est R. Maintenant, si je veux calculer U, eh bien on l'a pris, les deux sont sur la même ligne, donc ça va faire R fois I. On peut aussi se rendre compte que si on fait R fois I, eh bien c'est égal à U grâce au tableau qu'on a complété. Si je prends I, que je le multiplie par R, eh bien je vais trouver U. Donc je peux modifier cette première relation en U est égal à R fois I. Dernière possibilité, si je veux calculer U, donc non, si je veux calculer I, excusez-moi, si je veux calculer I, donc je cache I, ça me fera U divisé par R, puisqu'on voit que U est au-dessus de R. Eh bien, ces relations-là, on va les utiliser pour essayer de deviner à chaque fois une valeur qui est manquante. Donc c'est l'objectif des trois applications en dessous. Première application, je connais I, je connais R, eh bien je vais devoir trouver U. U égale quoi? Alors, quelle formule faut-il utiliser? Celle-ci, celle-ci ou celle-là? La relation U égale, c'est celle du milieu. Donc je sais que je dois faire U est égal à R fois I. Ici. Maintenant, je vais remplacer par les valeurs. Le calcul que je dois faire, c'est donc R fois I. R, c'est égal à 10 et I est égal à 2. Donc je l'ai marqué ici et on trouve que le résultat vaut 20 volts. Donc ici, je peux, sans faire la mesure, deviner qu'aux bornes du résistor, il y aura une tension de 20 volts. Deuxième application, je connais R, je connais U, je dois deviner I. Donc une relation I égale. Je regarde ce que j'ai écrit précédemment. I égale, eh bien pour trouver ce que vaut I, il faut que je fasse U divisé par R. Donc I est égal à U divisé par R. Je remplace par les valeurs. U c'est 3, R c'est 30, donc ça fait 3 divisé par 30. 3 divisé par 30, ça fait 0,1, donc je peux deviner à l'avance que le courant qui circule dans le résistor, c'est 0,1 ampère. Je n'ai même pas besoin de faire la mesure. Dernier cas, eh bien il me manque R. Donc R égale, eh bien c'est la dernière relation, celle qu'on n'a pas utilisée. Pour connaître R, eh bien je fais U divisé par I. U, combien il vaut? Eh bien il vaut 10. I vaut 0,2. Donc 10 divisé par 0,2. Je trouve donc que
la résistance qui est là, c'est une résistance de 50 ohms. Sans mesurer la résistance, si j'ai mesuré la tension et l'intensité, eh bien je peux deviner sa valeur. Voilà, le chapitre est maintenant terminé. Donc ce qu'il faut retenir dans ce chapitre-là, c'est eh bien la loi d'Ohm, donc toute cette partie-là, qui est assez technique, qui est assez mathématique. Et sinon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un résistor diminue le courant, qu'il est caractérisé par sa résistance, notée R, qui s'exprime en ohm, et dont le symbole de l'unité est oméga. Voilà, on a terminé pour les lois de l'électricité niveau 4e.